Libération au Soudan de Thierry Frisier. Le ressortissant français enlevé au Tchad aurait été libéré sans qu'aucune rançon ne soit versée aux ravisseurs. Visite à Tripoli du chef de la diplomatie italienne. Au menu des échanges, la réconciliation nationale et la lutte contre l'immigration clandestine. Au Niger, en dépit de l'installation de la nouvelle centrale électrique, les perturbations et coupures intempestives d'électricité continuent d'être le lot quotidien des Nigériens. Dimanche, le Soudan a annoncé la libération du ressortissant français enlevé le 23 mars au Tchad. L'Élysée a confirmé dans un communiqué la libération de l'homme d'une soixantaine d'années dont l'identité n'a pas été divulguée. Selon les services de sécurité soudanais, il serait en route vers Khartoum, la capitale du Soudan. Ancien militaire employé d'une société minière, le concerné, selon les services de sécurité tchadiens, avait été enlevé dans une région de l'est du Tchad, puis emmené au Soudan peu après son kidnapping. Le Soudan s'activait depuis des semaines de concert avec le Tchad et la France a obtenu sa libération, ce qui finalement a été fait. Un kidnapping qui n'a jamais été revendiqué. Tout en saluant l'issue de l'opération, le président français François Hollande souligne le communiqué de l'Élysée et félicite l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour une telle issue. Outre cet incident, le dernier ressortissant français enlevé au Tchad était un travailleur humanitaire. Il avait été kidnappé en 2009 près de la frontière avec le Soudan. Il fut libéré 3 mois plus tard au Darfour. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a officiellement été désigné ce week-end candidat de son parti, le Jubilé, en vue des élections d'août prochain. Outre son propre parti, 5 autres formations l'ont désigné comme leur candidat. S'il ne représente pas beaucoup en termes de voix, ces ralliements sont un atout pour l'image du parti qui peut maintenant se poser en rassembleur. Pour la présidentielle du 8 août, Uhuru Kenyatta, comme en 2013, se présente avec William Ruto en tant que vice-président et comme en 2013, il affrontera Raila Odinga, déclaré la semaine dernière candidat de la nouvelle coalition d'opposition NASA. Si cette fois-ci, Uhuru Kenyatta n'est pas poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, il va devoir défendre son mandat entaché par des scandales de corruption et une économie au ralenti. Sur le dernier point, il a promis de traiter le problème des prix des denrées alimentaires dès la reprise des travaux du Parlement et de créer des emplois. Si la nomination d'Uhuru Kenyatta ne faisait aucun doute, beaucoup de ses proches au sein du parti, candidats au poste de gouverneur ou de sénateur, se sont fait battre lors des primaires. Même phénomène du côté de l'opposition. Signe, explique un analyste, que les Kenyans veulent renouveler une classe politique perçue dans l'ensemble comme étant corrompue. Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a effectué samedi une courte visite à Tripoli. Il a notamment rencontré le chef du gouvernement libyen d'union, Fayed al-Sarraj, et son vice-premier ministre, Ahmad Metej. Il devait ensuite tenir une conférence de presse avec son homologue libyen Mohamed Al-Tayed Siala, mais celle-ci a été annulée à la dernière minute sans qu'aucune explication ne soit donnée. Selon le gouvernement libyen d'union, les échanges avec le ministre italien Angelino Alfano à Tripoli ont porté notamment sur les efforts de réconciliation nationale et l'application de l'accord politique libyen conclu en décembre 2015 au Maroc. La lutte contre l'immigration clandestine a été également au centre des discussions entre le ministre italien et les responsables libyens. La justice libyenne avait suspendu fin mars un accord italo-libyen signé à Rome en février et visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye, pays d'Afrique du Nord, d'où partent chaque année des milliers de migrants vers l'Italie. Pour les deux personnalités, il est question d'étudier quelle nouvelle forme donner au projet. Dossier migration et cause. L'ONG Oxfam tire la sonnette d'alarme.
Alors que l'Allemagne prévoyait l'effet déstabilisant que la migration a sur le continent africain, l'organisation britannique soutient que la répression grandissante dans les pays concernés force de plus en plus de personnes à émigrer. La problématique était au centre du Forum économique mondial sur l'Afrique, tenu à Durban, qui s'est terminé vendredi. La liberté politique et le problème de la fuite des cerveaux en Afrique ont été parmi les principaux problèmes à l'ordre du jour. Pour Biani Ima, directeur exécutif de Oxfam, les sorties massives d'Afrique sont un verdict damnant sur la performance de la classe politique du continent. C'est un jugement sur le leadership qui prévaut sur le continent et l'on omet de créer des opportunités économiques pour les populations. La réalité, c'est que dans beaucoup de ces pays existent des régimes illégitimes, répressifs, qui dépensent l'argent qui leur permettra d'autonomiser leurs gens sur les systèmes de sécurité, de surveiller leur population, les oppositions et les médias silencieux. L'une des conséquences directes, c'est que les populations se sentent étouffées et donc se lancent dans l'aventure. Le nombre total de migrants dans le monde a atteint 244 millions en 2015, dont 63 millions ont été obligés de quitter leur foyer, y compris les réfugiés, les personnes déplacées dans leur propre pays et les demandeurs d'asile, d'après le Programme alimentaire mondial. Au Niger, malgré l'inauguration récente de la centrale électrique de Gourou-Banda et ses 100 MW, Niamey, la capitale du pays, végète toujours dans le noir. Les Niaméens continuent de subir la canicule. Avec une température moyenne de 42 degrés Celsius à l'ombre, la Nigélec, la société nigérienne d'électricité, n'arrive pas à fournir le précieux jus. Ce qui, pour les habitants, est inconcevable. Ils réclament des mesures idoines pour que l'électricité soit stable. Face à la grogne devenue persistante, le directeur général de la Nigélec, Alidou Alassane, a dû rompre le silence, expliquant qu'il s'agit juste d'un problème d'évacuation de l'électricité produite qui se pose. En attendant d'y pallier, le calvaire des consommateurs se poursuit. Pas d'énergie en permanence pour faire écouler certains produits, pas d'énergie en permanence pour s'offrir certains plaisirs, s'offusque plus d'un. La situation est plus qu'alarmante au niveau de bon nombre de formations sanitaires. Près de 70% de la consommation en électricité de la population nigérienne provient du Nigeria voisin. Tentative orchestrée par un grand équipementier sportif américain. Alors que le marathon a eu lieu en Italie samedi, le Kenyan Eliud Kipchoge est resté juste au-dessus de la barrière des 2 heures sur la distance de 42 km 195 avec un temps de 2 heures et 25 secondes. Le défi technologique et la grosse opération marketing imaginée par l'équipementier Nike visait à optimiser un ensemble de conditions et d'éléments comme l'aérodynamique, la météo, la nutrition, pour passer sous les 2 heures. Il s'agit là d'un des seuils mythiques de l'athlétisme. Kipchoge n'y est pas parvenu, mais il a estimé qu'il était possible de briser ce mur. Il n'était pas seul dans la course. 2 autres marathoniens de très haut niveau ont pris part à la tentative. L'Éthiopien Lelisa Desiza, vice-champion du monde 2013, et l'Érythréen Zernesei Tadesse, 2e des mondiaux 2009 sur la même distance. Au bout du compte, le temps du record du monde est très nettement battu, mais la barrière des 2 heures tient toujours pour 25 petites secondes. Le problème, c'est qu'avant, ils tuaient des êtres humains lors des rituels. Mais plus tard, quand ils ont pris conscience, ils ont dit non. Parce que toute leur population commençait à disparaître, ils ont donc dû attraper des cerfs. Le sang de cerf est presque le même que celui de l'homme. C'est pourquoi ils ont pris l'habitude d'attraper des cerfs. Nous attendons une nouvelle saison. Nous attendons de savoir ce qui se passera réellement. Ça fait donc partie d'un système qui se perpétue. Et en fin de compte, lorsque le groupe numéro 1 fait une prise, on s'attend à une récolte exceptionnelle. Et lorsque le groupe numéro 2 fait aussi une prise, on s'attend à une saison difficile.